nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, complètement cachée. Nous sommes le 24 janvier 2008, en pleine crise des subprimes. La Société Générale annonce une perte colossale sur les marchés, près de 5 milliards d'euros. Son PDG de l'époque, vous l'avez vu, Daniel Bouton, explique que cette énorme perte est due à la négligence d'un seul homme, un jeune opérateur de marché d'une trentaine d'années, Jérôme Kerviel. Escroc, fraudeur, terroriste, je ne sais pas, dira Monsieur Bouton sur une radio nationale. Cet homme est avec nous sur ce plateau. Bonjour Jérôme Kerviel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. On va d'abord revenir sur ce 24 janvier 2008. Expliquez-nous un peu ce qui se passe de votre côté à ce moment-là. Vous avez eu des entretiens avec les dirigeants de la banque. Est-ce que vous comprenez tout de suite que l'affaire va avoir un retentissement national ? Non, absolument pas. La veille, il se trouve que certaines personnes de la Société Générale qui sont à la direction me demandent de quitter Paris en me disant il y aura une annonce demain. Quitte Paris, change de numéro de téléphone portable, il y a une annonce demain. Je leur demande quelle est la nature de l'annonce. Ils ne peuvent pas me le dire, ils ne veulent pas me le dire. Je décide finalement de rester sur Paris, chez mon frère. Et le lendemain, je découvre, comme tout le monde, en même temps que tout le monde, une annonce d'une perte de 4,9 milliards d'euros sur les marchés, dont je serai responsable avec ma photo partout sur les écrans. Et là, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, c'est le sol qui se dérobe sous mes pieds. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film et que je vais me réveiller. Et je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. Vous l'avez dit effectivement, votre visage, votre nom, dans tous les médias, on vous qualifie soit de trader fou, soit de petit génie de l'informatique. Et en revanche, vos proches, en Bretagne notamment, vous décrivent comme un jeune homme posé, réfléchi et très loin de l'image du Golden Boy qui voulait s'enrichir. J'ai jamais été un Golden Boy. D'ailleurs, les enquêtes ont bien démontré que je ne me suis jamais enrichi, que je n'ai pas pris un seul centime dans cette affaire et que mon seul objectif, c'était de faire de l'argent pour le compte de la banque, ce qui était mon métier. Et j'ai la faiblesse de penser que mes proches en Bretagne me connaissent bien mieux que les communicants à la Société Générale qui communiquent et m'affublent de qualificatifs dans la presse. Vos dirigeants vont très vite affirmer qu'ils n'ont pris connaissance de vos opérations que le 18 janvier. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, qu'ils vous lâchent, que vous allez prendre pour tout le monde? Vous comprenez que vous allez être un bouc émissaire? Alors, je ne pensais pas que ça allait avoir ce retentissement et que ces répercussions, parce que c'est un rouleau compresseur qui se met face à moi. Mais ce que je me dis, c'est qu'ils mentent, parce que moi, je sais ce qui s'est passé, que dès mars 2007, on a des échanges avec mes supérieurs sur les positions. Sur tout ce qui m'est reproché en 2008, en fait, il y a déjà des échanges entre eux et des preuves qui existent entre moi et mes supérieurs dès mars 2007 et pendant toute l'année 2007. Donc, qu'ils me lâchent, oui, ça je le comprends assez rapidement. Maintenant, je pensais que la justice les aurait forcés à dire la vérité et les aurait amenés à trouver la vérité, le chemin de la vérité. Ce n'a pas été le cas à date. J'ai compris que plus tard pourquoi ce n'était pas le cas. C'est qu'ils ont tous été payés plusieurs millions d'euros pour se taire. Alors, vous allez être mis en examen notamment pour abus de confiance. Vous allez être placé en détention provisoire. On se souvient des images. Le cauchemar ne fait que commencer, effectivement, puisqu'en 2010, vous êtes condamné à 3 ans de prison ferme et à payer la somme colossale de 4,9 milliards d'euros. Est-ce que là, vous vous dites qu'il y a un complot ? Non, pas un complot, parce que quand on utilise le terme de complot, on a tout de suite l'air con, pas cette expression, mais non, ce que je comprends, c'est que tout est fait pour protéger l'institution bancaire, pour protéger la Société Générale, que l'enquête est exclusivement à charge, que les procès ont lieu à charge, et que je suis en train de me faire étriller et clouer sur la porte de la grange par la justice française et par la banque. Donc le combat continue encore aujourd'hui, mais effectivement, il y a forte partie en face. À quel moment vous sentez que l'opinion commence un peu à se retourner et à vous être plutôt favorable, il faut bien le dire? Vous allez notamment bénéficier de soutien à gauche. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui vous a vraiment soutenu. À quel moment vous sentez que le vent est en train de tourner? Je ne sais pas. Je pense que dès l'origine, déjà, l'opinion publique n'a pas cru à la théorie de la Société Générale qu'un homme seul puisse faire perdre une telle somme sans que personne ne soit au courant. Cette fable-là, en fait, qui a été racontée dès l'origine par la Société Générale, l'opinion publique a tout de suite compris que c'était une fable et que c'était pas la vérité. Après, effectivement, pendant pas mal de temps, je me suis battu seul. On a été rejoint au bout d'un certain temps par certains hommes politiques, dont Jean-Luc Mélenchon, mais aussi des gens à droite, Georges Fenech, des écologistes, Eva Joly, Julien Bayou. Et effectivement, ces soutiens-là sont quelque chose, quand on est dans ma situation, de quelque chose de primordial, parce que déjà, un, c'est un soutien, et deux, ce sont des élus de la République qui sont à même de demander des enquêtes parlementaires.
et de faire la lumière sur le dossier et de dénoncer les dysfonctionnements. Donc c'est un véritable point fort et un véritable appui pour moi, effectivement. Et puis vous allez également changer d'avocat plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est maître David Koubi qui assure votre défense et depuis pas mal d'années. Pourquoi lui? C'est aussi un homme qui est assez décrié, peut-être un peu seul contre tous. Est-ce que c'était aussi un profil qui vous parlait? Vous savez, le mandat que j'ai donné à David Koubi au départ, et raison pour laquelle j'ai dit on s'est trouvé finalement, je pense, c'est que je lui ai demandé de ne jamais reculer, de tout faire ce qui était en son possible pour que la vérité éclate. Voilà. Ce qui n'avait pas été le cas des avocats disons précédents. que c'était plus en rondeur, on va dire, plus dans le sérail. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que cette stratégie emportée par David porte ses fruits, puisqu'il y a de nouveaux témoins qui arrivent et des choses qui se passent qui sont très intéressantes, et la vérité commence petit à petit à émerger. En 2014, Arnaud Béda, un journaliste suisse qui est proche de votre avocat, de maître Koubi, va organiser une rencontre avec le pape François qui va être absolument déterminante dans votre vie. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette rencontre, comment elle s'est organisée. Il se trouve que c'était un vendredi soir. J'étais un peu déprimé et un peu envie de tout abandonner, désespéré. Découragé complètement. Et mon avocat David m'envoie un SMS en me demandant excusez-moi, de quoi tu as besoin. Je lui réponds d'un miracle. Et il me répond, t'as qu'à écrire au pape. Au début, j'ai pris ça pour une blague. J'ai réfléchi le week-end, je me dis, c'est pas si con en fait, c'est de là où je viens, c'est mes valeurs, c'est mes racines, et peut-être que j'ai besoin de me retourner vers ça. Vous êtes croyant par ailleurs? Oui. Et donc j'ai commencé à rédiger une lettre, et Arnaud Béda effectivement nous a aidé à transmettre ce courrier au Saint-Père. Et quelques jours plus tard, nous étions invités au Vatican, et effectivement, ce dont je ne m'attendais absolument pas, c'était que ça allait me mettre une énorme baffe, et me remettre dans le droit chemin et me redonner confiance. C'est même pas tant les mots du Saint-Père qui m'ont remis dans le droit chemin, c'est sa présence et ce qu'il transmet par ailleurs. Et alors, à l'issue de cette rencontre, vous allez décider de marcher entre Rome et Paris, de faire cette très longue marche qui va être médiatisée, mais qui ne l'était peut-être pas au départ. Non, c'était pas du tout prévu pour que ce soit médiatisé. Ça part à la base d'un pari entre moi et mon avocat, parce que ça me paraissait complètement dingue de rencontrer le Saint-Père. Et dans l'avion, je lui dis, si ça se fait, je rentre à pied. Mais limite en mode blague. Et à l'issue de l'audience générale, nous avons rencontré le Saint-Père. On se retrouve à l'hôtel et il me dit, bon, t'es prêt, on rentre à Paris? Et je dis, bah non, on fait comme on a dit. Il dit, c'est-à-dire, je rentre à pied. Donc mon avocat est rentré sur Paris, je suis resté quelques jours sur Rome pour me préparer et me conditionner, parce que c'est quelques milliers de kilomètres, et donc c'était pas ça complètement demande dedans. Une préparation. Et je me suis mis en route 3 jours après. J'ai marché pendant 2-3 semaines sans que personne ne soit au courant. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a été au courant, qui est venu. Mais c'est pas moi qui ai convoqué les médias pour qu'ils viennent. Oui, vous le précisez parce que vous êtes souvent attaqué. Oui, parce qu'en fait, j'imagine que votre question suivante, c'est un coup de com'. Non, c'est pas un coup de com'. Non, c'est pas un coup de com'. C'est parce que je l'ai entendu dans tous les sens, et c'est assez agaçant parce que ça dénature. Je comprends. Toutes les raisons pour lesquelles je l'ai faite. Alors effectivement, il y a eu des médias et ça nous a permis de faire passer certains messages, et tant mieux. Mais à l'origine, c'était pas du tout un coup de com'. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette marche? Des rencontres, j'imagine, beaucoup de soutien d'ailleurs. Des rencontres, et puis c'était la première fois depuis plusieurs années que je me retrouvais seul sur Paris. On est toujours entre des interviews, le travail sur le dossier, les procès. Pendant toutes ces années-là, je n'avais eu aucun moment où j'ai eu le temps de prendre le recul. Ça m'a permis de prendre ce recul-là et de faire le point. Et j'ai tendance à prendre cette expression, j'ai pensé avec mes pieds pendant 1400 bornes. Et je ne vous poserai pas donc cette question si c'était un coup médiatique. En revanche, non, ça ne l'était pas. En revanche, va arriver cette petite victoire. C'est la Cour de cassation qui va donc casser les dommages et intérêts dus à la banque. Est-ce qu'à ce moment-là, puisque vous êtes peut-être dans une période mystique, vous y voyez un miracle? C'est pas une période mystique, ça c'est pareil, ça fait partie des qualificatifs. Une rencontre avec le pape, c'est pas anodin, vous dites qu'elle a été déterminante pour vous? Elle a été déterminante pour tout, j'ai pas besoin de mettre de qualificatifs dessus, mais mystique si vous voulez, bon, après tout, pourquoi pas. Par définition, un petit peu. C'était pas une petite victoire à la Cour de cassation, parce qu'en fait, ça cassait les 4,9 milliards d'euros de dommages-intérêts pour lesquels j'avais été condamné en 2012. C'est ce qui fait que tout le monde s'intéresse à ce dossier, c'est que c'est 4,9 milliards d'euros. Donc ça n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Donc c'était une grande victoire, et pour la première fois, on allait s'intéresser aux responsabilités de la banque, chose qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent.
Donc c'était une grande victoire et évidemment ça me donne confiance pour la suite à ce moment-là. Récemment, l'enregistrement à son insu d'une magistrate semblait montrer que la Société Générale connaissait vos agissements. Cette même personne a ensuite démenti toute pression de la banque sur la justice et sur les enquêteurs. Et puis il y a Nathalie Leroy, l'enquêtrice de la brigade financière, qui dira elle aussi que la Société Générale l'a un peu volontairement noyée d'informations techniques pour qu'elle évite de s'intéresser aux vraies responsabilités et notamment à celles de vos équipes. Comment vous observez, quel regard vous portez sur tout cela, sur ces témoignages un peu troubles et qui peuvent vous aider a priori? Pour moi, les témoignages sont absolument pas troubles. Le témoignage de Nathalie Leroy est extrêmement clair. C'est l'enquêtrice en charge depuis 2008 de toutes les enquêtes, qui a été contre moi jusqu'en 2012 et qui en 2012 se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle a le courage d'aller le dire à un juge d'instruction et je ne peux que la saluer et la remercier pour ce courage-là. Elle dit qu'elle s'est fait manipuler tout simplement par la Société Générale et qu'elle est convaincue aujourd'hui que la Société Générale savait. À la suite de quoi, il y a eu effectivement cet enregistrement de la vice-procureure de la République disant exactement la même chose. Et alors même plus loin, en parlant de corruption de certains fonctionnaires de la justice. Voilà, ça fait juste 8 ans que je vous dis à tous que ce dossier est truqué, que la banque savait. Là, on a l'enquêtrice en charge de 2008 jusqu'en 2012 de l'enquête qui dit la même chose, et la procureure de la République en charge du dossier qui dit exactement la même chose. Aujourd'hui, vous en êtes où avec cette justice, justement? Quelles sont les échéances à venir? Qu'est-ce que vous en attendez? Nous avons saisi à la suite du témoignage de Nathalie Leroy devant le juge d'instruction la cour de révision, qui statuera au mois de mars sur les suites qu'elle donnera à notre requête. Et au mois de juin, nous avons le volet civil qui se retrouve dans la cour d'appel de Versailles, au terme de laquelle il devrait se statuer sur la répartition des 4,9 milliards d'euros. Si vous me permettez une précision, 4,9 milliards d'euros dont nous n'avons toujours pas la queue d'un élément d'expertise dans le dossier pénal depuis 8 ans maintenant. Est-ce que vous avez réussi à vous reconstruire professionnellement depuis le début de cette affaire? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui, par exemple? J'ai récemment créé une société pour essayer de me reconstruire professionnellement, pour avoir un projet professionnel. Je ne vous cache pas que c'est très compliqué parce que quand on s'appelle comme je m'appelle, c'est parfois pas tous les jours simple. Maintenant, j'essaie effectivement de me reconstruire et d'aller de l'avant. Mais le dossier pénal, comme vous le savez, comme vous l'avez vu ces derniers temps, me prend énormément de temps. Vous avez des regrets dans cette affaire? Est-ce que vous pouvez admettre qu'à une période, peut-être, comme certains l'ont dit, vous avez péché par excès de confiance, notamment lorsque vous exerciez, lorsque vous étiez très jeune? J'ai le regret d'avoir participé à ce système-là, de m'être perdu dans ce milieu financier, dans ce milieu des salles des marchés. Mais vous savez, je pense aussi que d'une certaine façon, et avec le recul, la banque abuse de la confiance de certains de ses salariés en les perfusant par une culture d'entreprise qui est de prendre du risque au maximum et qui les lâche au bout d'un moment dès qu'il y a un problème. Voilà, maintenant, je sais très bien qu'il y a certaines personnes, notamment dans la banque de détail, dans les réseaux, qui ont souffert de cette affaire-là. Mais le problème, c'est que la communication de la Société Générale, qui me désignait seul et unique responsable de cette perte, est complètement fallacieuse. Et on espère pouvoir le démontrer via l'enquête qui viendra ou pas par la Cour de révision. Jérôme Kerviel, si je vous demande de terminer cette phrase, le 24 janvier 2008, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Le jour où la Société Générale a commis le plus gros braquage de tous les temps. Merci Jérôme Kerviel d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.